Bienvenue dans votre émission Univers de femmes, une émission qui fait la promotion de la femme, de sa pensée, de ses idées, mais aussi de sa façon de voir les choses sur la marche de la République démocratique du Congo. 60 ans après l'indépendance de la RDC, est-ce l'élite congolaise travaille vraiment pour l'intérêt de la population congolaise? À quand déjà la rentrée académique au sein des institutions de la République démocratique, au sein des universités de la République démocratique du Congo? C'est les sujets clés de notre émission Univers des femmes qui reçoit pour vous en séjour Priska Maniala, qui est la présidente des étudiants de la République démocratique du Congo. Priska Maniala, bienvenue sur les antennes de Canal numéro de télévision. Merci. Oui, je vais poser cette question. À quand la rentrée académique au sein des universités de la RDC? Eh bien, il faudrait dire que la rentrée académique interviendra dans les prochaines semaines. Nous sommes en attente de la levée de l'état d'urgence pour pouvoir avoir à mettre en exergue les différentes simulations de calendrier réaménagé proposées au ministre de l'Enseignement supérieur qui se feront pour une durée de 3 mois. Oui. Oui. Vous avez échangé dernièrement avec le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, Thomas Louakalo-Senjola. Qu'est-ce qui a été au cœur de votre entretien? Eh bien, il n'y avait qu'un seul point à l'ordre du jour, c'était la reprise des cours au niveau de l'enseignement supérieur. Il faut admettre que nous faisons face à plusieurs défis et le premier défi, il est d'ordre sanitaire et qu'il faudrait bien sûr trouver un moyen de pouvoir prendre soin au fait des étudiants en les ramenant sur le banc de l'université, car comme nous le savons, la promiscuité au sein des universités, elle est criante. Est-ce que les étudiants sont prêts à respecter les mesures barrières? Est-ce que le personnel de l'université est prêt à respecter les mesures barrières? Est-ce que les enseignants seront en sécurité? Parce que nous le savons, ce n'est pas à cacher. Plusieurs enseignants sont à l'âge en tout cas de danger par rapport au Covid-19. Donc, il faudrait se poser les bonnes questions, celle de savoir est-ce qu'on est prêt à respecter les mesures barrières. Mais déjà, à cette question, la représentation des étudiants du Congo à travers toutes les coordinations du pays s'investissent pour pouvoir sensibiliser nos pairs à respecter les mesures barrières. Mais ensuite, il y a eu la question du calendrier, parce que sûrement les étudiants s'inquiétaient et se disaient les cours doivent prendre fin au mois de juillet. Comment est-ce que l'on va faire au moment où nous sommes déjà au mois de juillet, d'octobre exactement. Donc, il est important de prendre en compte la question du Covid-19 qui est une mauvaise chose qui est arrivée, qu'on n'attendait pas, qui a malheureusement mis en exergue toutes les lacunes au sein de nos institutions supérieures et universitaires, parce qu'il faudrait l'admettre, par exemple, les questions des cours à distance, les questions des cours en ligne sont des questions difficiles à soulever en ce moment parce que, premièrement, il faudrait le dire, la loi congolaise ne reconnaît pas l'enseignement à distance. Donc ça déjà c'est un point. Et s'il faudrait l'homologuer... Mais puisque nous sommes à l'état d'urgence, il y a aussi des mesures exceptionnelles. Effectivement, dans ce cas-là, s'il faudrait que ce soit accepté, il faudrait que le ministre de l'Enseignement supérieur puisse homologuer un arrêté. Seulement, il y a plusieurs questions à se poser avant d'homologuer un tel arrêté, parce qu'après, on aura des personnes qui vont nous dire, voilà, j'avais étudié à telle université, il nous sort un diplôme, on ne sait pas tracer, c'est compliqué. Donc, il faudrait être sûr de mettre en place tous les garde-fous pour pouvoir s'assurer que ce soit une mesure qui puisse réellement réussir. Malheureusement, il faudrait dire que prendre une telle décision importante à la hâte ne sera pas bénéfique, en tout cas pour les étudiants, et même aussi pour le personnel enseignant qui n'est pas forcément à l'aise avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc ça, ce sont des points qu'on a soulevés, on en a discuté. Mais il n'y a pas que l'état d'urgence, il y a la situation sanitaire. Je l'ai dit au tout début, il faudrait s'assurer que lorsque l'on revient à l'université, ce n'est pas pour être contaminé et ce n'est pas pour mourir. Oui, mais les travaux de réhabilitation vont bon train. Oui, mais ça c'est à l'université de Kinshasa uniquement. Et ça c'est une question totalement à part parce que la reprise des cours à l'université de Kinshasa ne dépend pas de la réhabilitation des hommes. Ça dépendait plutôt de la grève des professeurs
qui, je pense, était sur le point d'être levée lorsqu'on a déclaré l'état d'urgence. Donc, nous espérons qu'elle sera levée aussitôt à notre reprise de cours. Très bien. Vous avez certainement suivi les discours du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a demandé aux méchants de se convertir, sinon ils vont subir la rigueur de la loi, je l'ai dit. C'est un message qui concerne toutes les couches sociales, mais aussi vous, les étudiants qui font de la corruption. En fait, un message par rapport à ça, un message interpellateur. Hein. Bien sûr, moi je crois que c'est un message, je pense le président de la République s'était inspiré de la Bible, où même Dieu dit qu'il ne souhaite pas que le méchant meure, mais que le méchant se répande. Oui. Je pense que dans un État que l'on veut être un État de droit, un État que l'on veut être un État où la justice est le socle même de la société, on ne peut que souhaiter que les méchants se convertissent. Et par rapport à la communauté estudiantine, ou je dirais même tout le corps académique, parce que s'il y a des corrupteurs, ça veut dire qu'il y a des corrompus et des corruptibles. Oui. Je pense que tout l'appareil de l'enseignement supérieur, primaire même, parce que je vois mal que quelqu'un vienne apprendre à corrompre à l'université. Ça commence à l'école, ça commence dans la famille. Les parents qui sont conscients que son fils de 7 ans, de 8 ans, a très mal travaillé, mais il part négocier avec le professeur, pour que l'élève passe de classe. Là, il voit ses parents venir corrompre pour lui. Donc demain, quand il va grandir, il va le faire lui-même. Donc, comme je l'ai dit, dans un État que l'on veut être un État de droit et de justice, il faudrait bien que nous soyons tous interpellés et que nous nous mettions tous sur les rails. Et vous, hein, qu'est-ce que vous faites vraiment pour lutter contre la corruption? Puisque vous êtes présidente des étudiants de la RDC sur l'ensemble du pays. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il y a des réunions? Vous sensibilisez? Comment ça se passe? Nous sensibilisons et depuis un moment, nous sommes en train de mener un certain nombre de campagne de sensibilisation, de communication sur l'importance d'avoir des hommes et des femmes de valeur et de vertu à travers le pays, et ça dans le milieu universitaire. Parce que on a remarqué que depuis un moment, lorsqu'on parle des étudiants, et ça même c'est d'ailleurs depuis mon enfance, quand on parlait des étudiants, moi j'avais toujours su que quand on dit les étudiants arrivent, ça veut dire qu'il y a des casseurs, des troubles faits, etc., qui sont sur le chemin, donc c'est la débandade. Et ce n'est pas normal qu'on ait une telle conception des étudiants, ce n'est pas sérieux. Et il faudrait que les étudiants sortent de la mêlée, qu'ils prennent conscience de leurs responsabilités, que nous prenions conscience de notre degré de responsabilité face à la société, parce que nous ne sommes pas que la jeunesse, mais nous sommes la jeunesse intellectuelle. Et nous devons de penser différemment et de faire différemment. C'est un travail que nous faisons qui ne rencontre pas forcément l'approbation de tout le monde, mais en fond, on croit qu'on va y arriver. 60 ans après l'indépendance de la République démocratique du Congo, Priska Maniala, vous pensez que l'élite congolaise travaille pour l'intérêt de la nation congolaise? Il faudrait dire que l'intérêt de la nation, encore il faudrait vraiment définir la nation. Et dans un premier temps, on doit être sincère avec nous-mêmes. Depuis un moment, l'élite congolaise travaille pour les intérêts des individus et si pas de certains partis au fait. Et malheureusement, je crois que la nation n'y trouve pas son compte depuis un moment. Et comme je le dirais toujours, après c'est une question qu'on doit se poser sur le degré de responsabilité que chacun de nous a sur comment est-ce que l'élite devrait travailler. Il faudrait que l'on se reconnaisse comme étant des personnes de référence et que ce que nous faisons doit éclairer les autres. Et sur ce point-là, nous serons obligés de travailler différemment. Oui, mais l'université, vous savez comme moi que l'université est un lieu apolitique, mais il y a quand même les étudiants qui font de la politique au sein des universités. Il y a quand même les étudiants qui sont instrumentalisés par le politique de notre pays. Oui, c'est vrai. Bon, après, l'université est apolitique, mais l'universitaire... Puisque tu viens de le dire, lorsqu'il y a des manifestations et des étudiants qui font des casses et tout, ces étudiants certains sont instrumentalisés. Effectivement, oui. Et c'est ce que j'ai dit, l'université apolitique, mais pas l'universitaire. L'étudiant, lui, comme tout citoyen congolais, a le droit d'appartenir à un parti politique ou quoi que ce soit. Bon,
Bon, la bonne question à se poser, c'est de savoir comment est-ce que l'on peut mettre ensemble nos différences pour pouvoir créer un message commun d'unité et travailler. Moi, je ne trouve aucun inconvénient à ce qu'il y ait un étudiant qui soit de gauche ou de droite, mais tant que cela profite à la nation. C'est là le problème. Or, toutes ces instrumentalisations, généralement, ne profitent qu'à des individus. Je donne un exemple clair. Récemment, et jusqu'à présent d'ailleurs, nous avons encore en face de nous le sujet de M. Ronsard Malonda oui. à la CENI, et j'ai vu des déclarations aller dans tous les sens. Voilà, nous jeunes de la Ligue des jeunes. Et dans la rue, il y avait aussi les étudiants, certainement. Oui, mais sûrement. Oui. Mais c'est là où j'arrive. Vous voyez des messages, nous jeunes de la Ligue de jeunes de tel parti, nous soutenons. Ronsard Malonda. Après, vous voyez, nous, jeunes de la Ligue des jeunes de tel parti, nous sommes contre. Après, vous voyez, voilà, nous, je ne sais pas, étudiants de telle province, nous sommes pour ou nous sommes contre. Mais au fond, il n'y a personne pour poser la question, pourquoi vous êtes pour, pourquoi vous êtes contre, quels sont... En fait, après, c'est vrai, je me souviens en 2000... Ils ont les raisons, justement. Effectivement, il y a les années précédentes, il y a eu M. Malou Malou, il y a eu M. Nanga, ainsi de suite. Mais toutes ces personnes, jusqu'ici, je n'ai vu personne se poser la question sur le mode de désignation du président de la CENI. Comment ça se fait vraiment? Quels sont les critères? Question de savoir, au fait, comment est-ce que nous, jeunes, il doit être de la société nous pouvons... civile. Là, c'est l'une des conditions. Être de la société civile. Appartenir à un parti politique. Oui, mais ce n'est pas suffisant. Sinon, nous tous, on est de la société civile. On va se revendiquer. Avoir aussi de la compétence, de l'expertise. L'expertise, les compétences. Mais en dehors de ça, il y a des critères. Parce que si on doit aller dans la société civile, tout le monde peut être de la société civile, tout le monde peut avoir des compétences, tout le monde peut avoir de l'expertise. Mais il y a toujours des critères qui doivent différencier celui que l'on doit choisir. Et ce sont ces critères-là, par exemple, que la jeunesse ne maîtrise pas. Là, nous sommes sur des discussions avec M. Corneille Nanga, puisqu'il est encore président de la CENI, pour pouvoir éclairer la jeunesse. Parce que nous ne pouvons pas, comme tout le monde, aller dans la rue, dire oui ou non, et puis sans savoir. Il faudrait qu'on ait des discussions purement scientifiques. Mais en dehors de ça, moi, j'aimerais plutôt que la jeunesse se pose la question de savoir comment est-ce que nous pourrons déléguer un jeune qui puisse réellement représenter les jeunes et défendre leur cause. Ça, c'est par exemple quelque chose qui se distrait comme ça et puis il n'y a personne qui en parle. Et demain, on va se retrouver avec quelqu'un qui débarque de nulle part et puis on demande d'où il vient. Mais parce qu'on s'est concentré sur une seule personne alors qu'il y a 12 postes encore qui n'ont pas encore été déterminés. Donc, des questions comme ça, moi, je pense que les étudiants devraient dire non aux manipulations et réfléchir de façon objective. Et donc, à vous entendre parler, vous n'avez pas un point de vue à émettre sur la candidature de Ronsard Malonda à la tête de la CENI? Non. Effectivement, je n'ai pas de point de vue personnel, en tout cas, parce que après, quand on représente toute une masse, on n'a pas à donner ses avis personnels. Moi, j'aimerais parler au nom des étudiants, mais ce doit être des étudiants qui comprennent réellement de quoi il s'agit. Et ça, nous y travaillons avec le président de la CENI actuelle. 60 ans après l'indépendance de la RDC, Prisca Maniala, comment tu vois la marche du pays, en fait, 60 ans après l'indépendance? On en parle toujours. Oui, sur le plan politique, économique, social. Voilà. Puisque tu es congolaise, en fait. Il faut l'admettre que c'est très difficile, très difficile et que c'est écœurant. Moi, je pense qu'on a besoin de faire un pas. Et le pas que nous devons faire, il n'est pas sur d'abord les infrastructures. C'est vrai qu'il y a des infrastructures qui sont importantes, les routes, il y a l'agriculture qu'il faut relancer, il y a un certain nombre de choses à faire, mais je pense que 60 ans après l'indépendance, le travail à faire, il est sur les mentalités. Le Congolais, dans sa généralité, a encore cette mentalité de dépendance de l'extérieur ou d'une personne X ou Y, où on n'a pas appris à compter sur nous. On ne nous a pas appris à compter sur nous. Et je pense que 60 ans après, chaque personne, chaque Congolais devrait se poser la question de savoir, ok, maintenant, si le Congo pouvait compter sur moi, quel serait mon apport pour le développement de ce pays? Et ainsi de suite, on avancerait. Nous parlons de la RDC. La femme en RDC occupe des postes de décision.
Oui, bon, pas suffisamment, mais quand même, oui, on occupe certains postes. Mais j'estime que, après, c'est une autre question. Comme on l'a dit un peu avec la présidence de la CENI, il y a des compétences. Il ne faudrait pas qu'on mette des femmes pour le décor. Il y a des femmes qui occupent des postes de décision, mais après, elles y sont pour le décor. Et ça, c'est quelque chose que moi, je fustige. Je crois qu'il y a des femmes compétentes et que celles-là devraient être réellement portées et mises au travail pour le bien-être de toute la communauté. Il y a des femmes compétentes, mais la parité n'a jamais été respectée. Même les 30% même qui est les repris dans la Constitution n'a jamais été respecté. Bon, par rapport à ça, moi, je pense que c'est bien sûr aux décideurs de peser de tout leur poids pour cela. Je donne un exemple. Lorsque nous sommes déjà au niveau des élections, que ce soit, ne fût-ce qu'au niveau de la députation, il faut que les partis politiques puissent envoyer les listes. Et il n'y a aucun poids pour s'assurer de la représentativité des femmes depuis les partis politiques qui doivent les déléguer. Ça, ce sont des questions qui doivent être posées. Lorsque l'on arrive au niveau du gouvernement, les ministres, elles sont cooptées sur base de quoi, par exemple? Ça, ce sont des choses qui ne sont pas claires. Il y a des gens que l'on voit clairement être parachutée. On ne sait pas si elle est là pourquoi. Donc, moi, je pense qu'on doit se poser les bonnes questions. Et moi, je crois que l'État, en général, et chacun de nous, devront être rigoureux sur ceux qui doivent nous représenter, ceux qui doivent parler en notre nom, ceux qui doivent nous diriger. Parce qu'il y a un adage qui dit que chaque peuple a le dirigeant qu'il mérite. Après, quand on va parler de médiocrité, à chacun de nous de se poser la question, quel est le degré d'excellence que nous avons atteint? Si on n'en a pas, on ne devrait pas se plaindre. Donc, généralement, c'est ça. Mais il y a quelque chose que nous remarquons depuis toujours, la femme est étouffée par la femme elle-même. Lorsque la femme dépose sa candidature, vous allez voir une femme, au lieu de voter pour la femme, elle va aller voter pour un homme. Bon, là n'est pas la question. Moi, je pense que c'est un faux débat parce que on ne vote pas pour quelqu'un parce qu'elle est femme. On vote pour une personne d'abord. Même si la femme est compétente, je suis en train d'arriver. Oui. Même quand la femme est femme, après on doit voir les compétences. Mais après, quand on a en face de nous deux femmes compétentes, il y a un choix clair que l'on peut faire sur différentes bases qui peuvent s'avérer être des bases parfois tribalistiques, ainsi de suite. Tribales, j'allais dire. Mais une autre question à se poser, c'est une question des mentalités. Je l'ai évoqué plus tôt, 60 ans après, la question est au niveau des mentalités. On a grandi tous dans ce système où on nous dit que la femme ne peut rien faire. Où on a cette phrase commune, moi si batonga bokate. On a ces phrases du genre, voilà la place de la femme, c'est à la cuisine. Bon, après, moi, j'aimerais bien que toutes les femmes soient à la cuisine, mais on sait que les meilleurs chefs cuisiniers sont des hommes. Oui. Donc, après, ce sont des questions que l'on doit vite balayer. Parce qu'après, il faut cuisiner, mais il faut être utile à la société. Et après les ventres, il faut travailler sur les cerveaux, il faut travailler sur les cœurs, sur les âmes, sur les esprits, pourquoi pas. En dehors de ça, il y a une autre question. Les femmes qui doivent élire d'autres femmes ou même d'autres hommes, est-ce qu'elles sont suffisamment enseignées? Parfois non. Parfois même quand on va sur les députations et qu'on sort lorsqu'on vote, on prend très rarement le temps d'écouter le projet de société, d'écouter les promesses que les personnes font, parce que c'est normalement sur ces bases-là que l'on devrait les questionner et s'assurer que le travail soit fait. Mais quand le travail n'est pas fait, que ce soit homme, que ce soit femme, parfois il n'y a personne qui se rend compte. Après, on va venir dire aux députés, mais voilà, on a un problème d'un pont qui manque, mais est-ce aux députés ou à la députée d'aller construire un pont? On dira non. Donc, c'est un problème de compréhension et de connaissance. Et pour ça, nous nous sommes aussi engagés à faire une série d'enseignements citoyens et d'encadrement citoyen des jeunes femmes, parce que nous pensons que demain, les femmes, les jeunes surtout, devraient être massivement dans la politique, et ça de façon intelligente. Et nous sommes en train de militer pour ça. Nous sommes en période de Covid-19. Il y a plusieurs personnes qui trouvent la mort à RDC, mais aussi dans des pays extérieurs. Vous, en tant que présidente des étudiants de la RDC, qu'est-ce que vous avez fait pour sensibiliser ces étudiants au respect de gestes barrières?
En effet, étant en période de Covid, nous l'avons fait à distance de façon virtuelle. Nous l'avons fait de façon virtuelle et nous nous battons. Par contre, il faudrait admettre qu'il y a un sérieux problème depuis les autorités. Depuis les autorités de l'État, parce que nous représentons la masse estudiantine, mais nous ne décidons pas à la table avec les gouvernants. Et il faudrait admettre que dès le départ, la gestion de cette pandémie, en tout cas au tout début, ça a été catastrophique. Après, je pense qu'on a essayé de retirer les tirs, de rectifier les tirs, mais ça créait une confusion au sein de la communauté où tantôt on dit qu'il n'y a pas Covid, tantôt on dit qu'il y en a. Après, moi, j'ai eu des doléances du genre, mais voilà, les députés sont pleins, nombreux à l'Assemblée nationale, en train même de se bagarrer, chose très honteuse, et nous, on ne veut pas que l'on puisse étudier. Vous voyez des petites questions comme ça, c'est là où chacun doit voir son degré de responsabilité. Il y a la Covid-19. La Covid existe, et c'est une réalité. Mais les leaders sont une référence. De la même manière que nous, étudiants, nous sommes une référence pour toute la jeunesse, les députés le sont pour leur base et leur circonscription. Quand on te voit, toi, député, ne pas respecter la distanciation sociale au nom d'un sujet politique et voire même scientifique, ça, c'est un problème. Et là, les étudiants, de façon objective, vont dire, mais tiens, ce sont eux qui décident, ce sont eux qui sont dans les commissions, qui savent réellement, mais pourquoi est-ce qu'il y a ça? Et même, ils ne respectent pas le... Oui. Ça crée une confusion. Donc, c'est là où je rappelle le sens de responsabilité de chaque décideur, de chaque leader à respecter les mesures barrières et à faire comprendre à la communauté l'importance de ce respect-là. Nous sommes presque à la fin de cette émission Univers de femmes. Prisca Maniala, vous avez un mot à adresser aux étudiants qui vous suivent, mais aussi un mot par rapport à l'état de droit en RDC. C'est devenu opérationnel, s'il faut le dire. Oui, on est sur un long chemin, on est en train de poser les jalons et je crois que nous allons très possiblement y arriver. À tous les étudiants de la RDC, j'aimerais faire savoir que la première des choses que nous devons retenir en ce moment, c'est une assurance de la part du ministre de l'Enseignement supérieur, c'est qu'il n'y aura pas d'année blanche. Alors, en aucun cas, préparons-nous pour affronter les 3 mois de reprise des cours qui arrivent. Ils seront rudes parce qu'ils seront courts et ils vont tout comprendre. Alors, à nous de nous assurer de bien revoir nos notes, aux finalistes de finaliser avec nos mémoires, les stages, ainsi de suite, afin de pouvoir gagner le temps. Et s'il y a une chose que chaque étudiant doit savoir à travers la RDC, c'est que pendant cette période de pandémie, il y a des étudiants qui ont eu à avoir un certain nombre d'innovations, à mettre en place un certain nombre d'innovations. Nous, représentation des étudiants du Congo, nous luttons, nous nous battons pour que ces innovations soient prises en compte et même primées par le gouvernement et différentes autres structures. Voilà, merci. Par rapport à l'état de droit. Par rapport à l'état de droit. Vous voyez, il y a des interpellations, des arrestations partout. Hein. Bon. Un mot? Je l'ai dit au tout début, nous avons droit à un État où la justice et le droit est respecté, où la justice et le droit à sa place. Et ça, c'est notre souci, c'est notre désir qu'on ait enfin un État où le plus grand ou le plus petit, peu importe sa tribu, peut être mis dans ses droits lorsque ceux-ci sont violés, mais peuvent aussi pratiquer la justice, pas en fonction de leur poche, de leurs avoirs ou pas, mais là où chacun a sa place et chacun fait ce qu'il doit faire. Donc, nous espérons que cet élan va continuer et que ça sera réellement du droit et de la justice. Vos ambitions d'avenir, en quelques mots? Mes ambitions dans l'avenir, c'est d'être la voix de la jeunesse congolaise, la porter au plus haut niveau et contribuer réellement à bâtir une nation forte. Un mot aux femmes? À toutes les femmes, nous n'avons rien de moins que les hommes, nous n'avons rien de moins que les autres. Nous sommes femmes, nous sommes humains et c'est à nous de nous faire valoir, c'est à nous de nous impliquer. Et généralement, les femmes ont peur de s'impliquer en politique, se disant que voilà, la politique c'est pour les antivaleurs, mais
croyez-moi, tant que nous-mêmes, nous n'irons pas au front pour nous battre, nous nous plaindrons toujours des échecs que les autres vont nous rapporter parce que nous n'y serons pas. Donc, serrons-nous les coudes, avançons et contribuons pour bâtir plutôt la RDC. Et voilà, c'est la fin de cette émission Univers de femmes. L'élite congolaise doit travailler pour l'intérêt de la nation congolaise, pour le développement de ces pays, la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, nous avions reçu pour vous Madame Priska Manyala, qui est la présidente des étudiants de la République démocratique du Congo. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Merci.